BFM Business, BFM Bourse, le club. Un maximum de réponses en effet grâce à nos deux coéquipiers du club. Ils viennent de nous rejoindre. Kevin Tauzé, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonsoir Kevin. Bonsoir Guillaume. Et Alexandre Taïeb. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Guillaume. Bienvenue également. Analyste et gérant pour Sycomore Asset Management. On va parler de la fragmentation éventuelle de la zone euro. On verra, on voit ces tensions obligataires se confirmer en tout cas. On parlera de la Fed aussi, attendue au tournant cette semaine. Elle devrait annoncer une nouvelle hausse de taux, la Fed. Mais d'abord, l'état des marchés. Nouvelle baisse, 5e d'affilée à Paris, très forte baisse aussi à Wall Street de plus de 3% aujourd'hui. On avait fini par croire début juin que le pire était passé, que le pire était derrière nous. On avait tendance à voir ces marchés repartir de l'avant. Puis là, depuis quelques séances, à nouveau patatras. On n'était que dans l'œil du cyclone, on ne le savait pas. On est seulement maintenant en train de se rendre compte, Kevin, et on reste sur un cycle baissier en bourse. D'après vous, un risque baissier durable ? Oui, ça fait un petit moment que c'est en place. C'est-à-dire que vous soulignez qu'on a 4 hausses d'affilée à la Bourse de Paris. Si je regarde un peu plus en arrière, sur les 10 dernières semaines, par exemple, à Wall Street, on a 9 semaines consécutives qui sont en territoire négatif. C'est quand même absolument extrêmement conséquent. Ça s'est porté bien par la hausse des taux d'intérêt. Vous le soulignez, sur une semaine, on a plus 50 points de base de hausse de taux sur les taux italiens. C'est absolument drastique. On a des mouvements alors sur les taux français qui sont quand même beaucoup moins important, on va dire, relativement au taux allemand. C'est le cas sur les taux 10 ans, mais c'est aussi le cas, et encore plus le cas, sur les taux courts. Et donc ça, c'est bien le reflet des perspectives de durcissement de politique monétaire. Donc, c'est-à-dire que le rationnel ou le narratif de marché qui consistait à dire que on avait possiblement passé le pic d'inflation, par exemple, aux États-Unis. Bien, ce narratif, il a pris un gros coup la semaine dernière, avec des publications d'inflation qui sont largement au-delà du consensus et qui sont attendues de fait encore plus loin. C'est-à-dire qu'on est très très loin de ce pic d'inflation, et ça fait craindre le pire pour les marchés d'actions, parce que dans ce contexte-là, c'est très compliqué de trouver un plancher pour ces marchés d'actions, d'autant plus que cette hausse des taux d'intérêt, elle est venue, on va dire, attaquer les multiples de valorisation, et là on voit une autre dynamique qui se met en place, c'est celle de la révision des résultats qui sont pas vraiment bien orientés, et donc dégradation des multiples de valorisation, une trajectoire de résultats pas très bien orientée. C'est un cocktail vraiment pas facile pour ces marchés d'actions. On espérait que le pire était passé, était derrière nous, c'était début juin. On se rend compte que finalement, on reste en phase très baissière sur les marchés. On était début juin que dans l'œil du cyclone, et le vent ressouffle très très fort encore à l'instant. Le problème, c'est que c'est dans la même direction que depuis le début de l'année, c'est-à-dire toujours un vent baissier sur les marchés. Est-ce qu'on pourrait descendre beaucoup plus bas à vos yeux, compte tenu du fait que le pic d'inflation n'est toujours pas passé, Alexandre ? Oui, on peut descendre beaucoup plus bas. Ouais. C'est ce qu'on dit quasiment à chaque fois qu'on vient, je pense. On peut descendre un peu plus bas. On revient dans l'œil du cyclone. Vous l'avez dit, il y a eu un narratif de marché qui a été très court quand les minutes de la Fed ont été publiées. Finalement, c'est pas si au quiche que ça. On a peut-être atteint le pic d'inflation. On s'est raconté une fable, ce qui est classique d'un bear market rally. Et puis on revient dans le bear market avec la publication d'inflation qui nous ramène à la réalité. Le pic d'inflation, effectivement, est loin. C'est une inflation qui est liée à un choc d'offres. On a contraint l'offre, notamment sur les matières premières. Et aujourd'hui, les banques centrales ne peuvent rien faire contre ça. Elles ne peuvent agir que vis-à-vis de la demande. Donc elles doivent faire baisser la consommation, donc elles doivent un petit peu entacher la croissance. Et donc de plus en plus, le narratif devient « Ok, on arrive en récession cette année ou l'année prochaine, la croissance va être atteinte, et donc le marché est en train petit à petit de capituler. » Et on l'a déjà vu sur d'autres marchés. On a vu une capitulation, c'est sur les valeurs technologiques chinoises. C'est entre moins 60 et moins 70 par rapport au point haut. C'est une vraie capitulation. Là, on est, selon les indices, entre moins 10 et moins 22 depuis le début de l'année. Il y a encore du chemin à parcourir. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que aujourd'hui, le marché, ce qu'il nous dit, c'est la dernière publication d'inflation doit faire paniquer les banques centrales, puisqu'on est en train d'augmenter la probabilité qu'elle augmente ses taux de 75 points de base, la Fed. De plus en plus d'institutionnels aux États-Unis attendent une hausse de taux, soit ce coup-ci, soit le mois prochain, de 75 points de base. Alors, je pense que ce sera plutôt le mois prochain si elle doit arriver, parce que sinon ça envoie vraiment un message de panique. Mais c'est pour dire que aujourd'hui, on voit, le marché est en train de se rendre compte que les banques centrales, non seulement vont pas faire de pivot comme on l'a connu entre 2018 et 2019, mais en plus, s'il y a un pivot, c'est qu'elles vont être de plus en plus agressives et non pas de plus en plus dovish. Et donc ça inquiète de plus en plus. On le voit sur le marché obligataire. Et quand on regarde les mouvements, la violence des mouvements au quotidien sur le marché obligataire,
ça nous fait franchement, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ça nous fait penser à 2011. On n'a pas vu ça depuis 2011 sur les taux courts. Donc on a vraiment là un début d'essoufflement parce qu'on n'a plus tellement de bonnes nouvelles dans le pipe. Et comme le disait très bien Kevin, la première jambe de baisse s'est faite sur les valorisations très élevées, puisqu'on a des politiques plus restrictives, donc c'est assez logique. La deuxième patte risque de se faire sur la publication des résultats qui effectivement ne va pas dans le bon sens. Oui, c'est-à-dire que quand la baisse des marchés s'est enclenchée, et voilà, sur cette première phase, les premiers mois, les valeurs de croissance avaient le plus souffert. Là, vous dites, ça pourrait être beaucoup plus global à l'occasion des publications de résultats parce qu'on verra les marges des entreprises. Ces marges qui rassuraient à chaque fois le marché, les marges des entreprises peut-être commencer à se dégrader dans la mesure où l'inflation dure plus longtemps que prévu. Oui, on aura les coûts d'une part qui augmentent et puis potentiellement avec la politique des banques centrales, la demande qui baisse. Donc si on a une baisse des volumes et une augmentation des coûts, vous vous doutez bien que c'est pas un super cocktail pour les entreprises. C'est l'interrogation fondamentale sur les marchés en ce moment. Qu'est-ce qui craquera le premier face aux hausses de taux notamment? Est-ce que la croissance craquera en premier? Est-ce que l'inflation craquera en premier? Est-ce que les marchés sont en train de craquer en premier? Qu'est-ce qui craquera en premier? Kevin, on le soulignait, c'est que la politique monétaire, on en parle, vos auditeurs peut-être en ont jusque-là des politiques des banques centrales, mais ça a un impact extrêmement important sur justement ces marchés et ces marchés d'actifs risqués. Et là, on les voit qui sont, on va dire, prises au piège, c'est-à-dire que, et les marchés aussi, c'est-à-dire que cette habitude qu'avaient pu prendre les opérateurs de marché qui voyaient des banquiers centraux intervenir à chaque fois qu'une bulle éclatait, parce qu'on avait des pressions déflationnistes extrêmement fortes, cette habitude-là, il faut arriver à retirer cette habitude qu'on pouvait avoir, parce que beaucoup de ces forces déflationnistes ne sont plus présentes, voire on a certaines forces qui ont plutôt tendance à venir nourrir l'inflation, que ce soit la transition énergétique, on va dire à un rythme accéléré, les rapatriements de chaînes de production. C'est-à-dire que tous les vents aujourd'hui convergent vers contribuent à faire accélérer l'inflation en fait. Alors accélérer, le pic d'inflation, on l'attend maintenant plutôt pour septembre aux États-Unis et en Europe aussi. Ce qui interroge, c'est plus le rythme de décrue de cette inflation. Et ça veut dire que cette habitude qui avait été prise par les investisseurs à se dire que de toute façon on pouvait acheter après, on va dire, une baisse absolument importante des marchés d'actions, moins 20, moins 30%, parce que les banquiers centraux allaient intervenir, cette logique-là, elle fonctionne beaucoup moins bien aujourd'hui. Donc ça, c'est une source d'inquiétude. La deuxième source d'inquiétude, c'est que des bulles, il s'en est constitué quand même beaucoup, des actifs fièrement valorisés. On en a vu quelques-unes commencer à se dégonfler cette année, mais des marchés d'actifs fièrement valorisés, il y en a quand même un paquet. Il en reste encore un paquet. Bien sûr. Le marché n'a pas assez baissé, certaines poches de marché n'ont pas assez baissé. Clairement pas. Et sur des journées comme aujourd'hui, on le voit encore. Et aussi parce que, la seule réponse possible à l'inflation, c'est que les banquiers centraux viennent, combattre, essayer de la dompter. Parce que s'ils ne font rien, ça veut dire encore plus d'incertitudes sur le front de l'inflation, et donc des primes de risque, que ce soit sur les marchés d'actions, sur les marchés du crédit, qui continuent à remonter, et donc aucune stabilisation possible. Vous parliez de ce qui se passe en zone euro. Pendant plusieurs mois, la question, elle n'était pas sur la fragmentation de la zone euro, elle était sur cette dynamique d'inflation. Et on voit bien que quand on a une banque centrale comme la Banque centrale européenne ou Madame Lagarde qui temporise pendant trop longtemps, la question, l'incertitude sur le front de l'inflation, elle vient nourrir d'autres craintes et d'autres incertitudes. Vous dites, les banquiers centraux sont les seuls capables de stopper, de calmer l'inflation. Est-ce qu'on peut se permettre même d'en douter, dans la mesure où le profil de l'inflation, c'est de l'inflation importée? Que peut faire la Banque centrale européenne ou que peut faire la Fed face à la hausse des prix de l'énergie? Pas grand-chose. Et par ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'au contraire, plutôt que les banquiers centraux, soit le consommateur qui vienne calmer l'inflation tout simplement en arrêtant de consommer, en perdant le moral? On a vu l'indice du Michigan tomber à un plus bas historique vendredi aux États-Unis. Oui, mais là aussi sur sur ce qui pourrait venir nourrir un rebond de ces marchés-là, qu'est-ce que ce serait? Ce serait une forme de... Il y a une bonne nouvelle dans les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que si la conjoncture économique venait à se dégrader trop fortement, on assisterait à une forme de pivot des banquiers centraux, et on les a vus pivoter quelquefois, si vous me permettez l'expression. Le problème, c'est que sur ces publications économiques, celles qu'on a eues, on en a eu sur l'ISM, qui était plutôt de bonne facture, sur le front de l'emploi aussi, aux États-Unis, qui tient très bien, et
les principaux indicateurs de conjoncture économique qui se dégradent, eh bien, ils sont liés justement à cette problématique d'inflation. Et ça, c'est sans doute, on va dire, le pire des scénarios possibles pour M. Powell et pour la Réserve fédérale, et qui va notamment venir nourrir davantage cette probabilité de voir des hausses de taux absolument significatives être mises en place au cours des mois prochains. Et est-ce que le marché a du mal à se l'avouer, mais au fond de son cœur, c'est ce qu'il souhaite, à savoir une énorme récession, en tout cas une récession, pour le coup se donner les moyens de calmer l'inflation? Est-ce que, personne n'ose le dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas une récession pour tourner cette page de l'hyperinflation? Potentiellement, je pense que c'est sûrement ce qu'essayent de faire les banquiers centraux aujourd'hui. Quand on entend des choses taper vite et fort en augmentant les taux de 50 points de base plusieurs fois, en arrêtant sa politique d'achat d'obligations plus vite que prévu, peut-être que ça peut s'accélérer sur ce front-là aussi. Clairement, on a l'impression que la Fed aujourd'hui veut amener les États-Unis en récession technique pour éviter une récession naturelle due à l'augmentation incontrôlable des prix, qui serait beaucoup plus longue, et donc tasser un petit peu cette inflation, même celle due à l'offre. Donc, c'est-à-dire qu'il vaut mieux provoquer une récession le plus vite possible plutôt que laisser l'inflation finir par la provoquer, dans la mesure où plus l'inflation durera, plus cette récession risque d'être profonde. Absolument. C'est l'idée. Oui, et puis il y a quand même, encore une fois, sur la journée d'aujourd'hui, on va dire, elle amplifie le mouvement qu'on a pu voir vendredi. Et on va dire ce qui est projeté par ces deux indicateurs donc qui ont été l'inflation et le sentiment des consommateurs de l'université du Michigan, c'est pas des craintes de récession, c'est des craintes de stagflation, et ça c'est bien plus inquiétant, c'est-à-dire que vous avez une inflation qui accélère, pas qu'une inflation réalisée, il y a aussi les anticipations d'inflation qui continuent de remonter, et dans le même temps, eh bien, vous avez des spectres de voir, on va dire, une croissance économique au tapis. Et ça fait sans doute bien plus peur que les perspectives de voir une récession, où là, on va dire, les outils traditionnels auxquels on a pu avoir recours, que ce soit de la relance monétaire ou de la relance budgétaire, là, ils ont plutôt tendance à fonctionner. En période de stagflation, c'est extrêmement compliqué, parce que vous vous trouvez à choisir le moins pire de deux mots, si vous voulez. Alors, on voit aujourd'hui beaucoup d'articles expliquant que pour les banquiers centraux, et notamment la Fed, la situation est compliquée. C'est un vrai dilemme parce qu'il n'y a pas de solution meilleure qu'une autre dans sa stratégie monétaire, dans les options qui s'offrent à elle. Vous dites, s'il y a quand même une option meilleure qu'une autre, c'est quand même d'augmenter assez vite les taux pour au moins éviter que l'inflation ne perdure trop longtemps et que la récession qui s'en suivrait... Voilà, faire en sorte que cette récession par laquelle on passerait du fait des hausses de taux reste relativement contrôlée plutôt qu'une récession que la Fed n'aurait pas choisie. Il vaut mieux choisir et organiser la récession en passant par des fortes hausses de taux que y aller le mollo, laisser l'inflation dégrader plus durablement peut-être les perspectives économiques. Donc, dans ces options qui s'offrent à la Fed, l'une vaut mieux que l'autre à vos yeux? Il y en a une qui est bien plus dramatique que l'autre, c'est de voir justement ces anticipations d'inflation. Alors c'est du jargon, se désancrer. C'est-à-dire que quand bien même une banque centrale, en l'occurrence la Réserve fédérale, remonterait ses taux d'intérêt, eh bien les opérateurs de marché, les acteurs économiques, les consommateurs, les entreprises estiment que ce n'est pas suffisant et donc que l'inflation va être là de façon durable. Et donc on voit bien ce phénomène, on va dire, qui a tendance à s'auto-entretenir. La pire des craintes pour eux, c'est justement que ces anticipations d'inflation se désancrent complètement et qu'elles perdent la main sur l'inflation. Alexandre. Il faut qu'elle arrive aussi à faire ralentir la consommation, parce qu'on parlait de l'indicateur du Michigan, mais il y a une schizophrénie phénoménale. C'est que la confiance des consommateurs est au plus bas historique depuis la création de l'indicateur. Et en même temps, le crédit à la consommation est au plus haut historique. Donc la consommation tient aujourd'hui, on le voit dans les indicateurs. Il n'y a que la confiance, donc c'est la consommation future qui risque de ralentir, et c'est ce que veut finalement la Fed et les banques centrales en général pour tasser l'inflation. Cette schizophrénie, elle est aussi valable sur le marché. On se posait la question de savoir si le marché peut aller plus bas. Aujourd'hui, c'est aussi un marché de positionnement. Bank of America a fait un sondage sur ses clients, notamment les clients privés. Ils sont tous bear ou extrême bearish, donc très négatifs sur le marché. Mais quand on regarde, depuis le début de l'année, leur exposition au marché action est passée de 66% à 63%. Ce qui signifie qu'avec la performance depuis le début de l'année, ces gens-là ont continué d'acheter dans la baisse. Donc la capitulation, elle n'est pas encore là. Ouais, tout à fait. Et c'est un phénomène qu'on voit aussi sur les particuliers américains. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont acheté plus d'un trillion de dollars d'actifs actions entre fin 2020 et le début de cette année. Ils sont un petit peu sortis des marchés, mais très loin de ces niveaux-là, quoi. Bon, on va poursuivre nos échanges dans un instant. Juste avant la pause, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous renforcez, vous aussi, les poches actions dans les portefeuilles, ou vous êtes plus prudent que ces investisseurs dont vous nous décrivez le comportement schizophrène?
Extrêmement prudent. J'ai mes plutôt expositions actions au plus bas. Ah ouais. Bon. Et Kevin, chez Carmignac. on a aussi un biais beaucoup plus prudent et on est sans doute une gestion de conviction plus marquée que celle des investisseurs auxquels vous faisiez référence. Donc on a plutôt entre 5 et 15% d'exposition nette à ces marchés d'actions, sachant qu'en moyenne on est plutôt autour de 40% si je prends les grands fonds patrimoniaux. Ça faisait combien de temps Carmignac n'avait qu'une exposition de 15% au marché actions? Ça fait combien d'années? Mars 2020 à peu près. Ouais. Oh, c'est pas si. Oui, d'accord. On était quand même au cœur du début de la crise Covid, c'est pas rien. On va poursuivre nos échanges dans un instant. Juste après la pause, on rejoindra aussi Sabrina Quagliozzi nous attend à New York, où la baisse semble vouloir s'accélérer un peu. Le Nasdaq perd 4%, le S&P entre en bear market, moins 3,3%. Et à Paris, on met en danger les 6000. Ils tiennent quand même pour l'instant les 6000 points. 6038, un CAC 40 en baisse de 2,4% en raison de cette inflation dont on n'a toujours pas vu le pic. C'est ce que nous ont révélé les chiffres de la fin de semaine dernière aux États-Unis. Des tensions obligataires aussi dues à ces resserrements monétaires amenés peut-être à s'amplifier. On suivra les choix de la Fed, la décision de la Fed, ce sera mercredi soir prochain. En attendant, on a un 10 ans américain à plus de 3,3%. Et en Europe aussi, des nouvelles tensions. On en reparlera dans un instant du potentiel de la zone euro. Ce sera juste après la pause. À tout de suite. BFM Business, BFM Bourse, le club. La suite, Kevin Tauzé pour Carmignac et Alexandre Taïeb pour Sycomore AM nous accompagne le club jusqu'à la clôture des marchés dans 12 minutes. La clôture à suivre en Europe et Wall Street qui nous entraîne à nouveau un peu plus bas. Wall Street, Sabrina Quagliozzi sur place nous accompagne. Rebonsoir Sabrina, vous êtes avec nous en direct depuis New York et cette tendance toujours rouge écarlate chez vous à l'instant. Oui, ça s'accélère même depuis ce matin, l'ouverture. On est pratiquement sur les plus bas niveaux de la séance. On perd plus de 700 points sur l'indice Dow Jones, 30 669 points actuellement. Le S&P 500 est sur son plus bas depuis mars 2021. On est en bear market désormais sur l'indice, 3 777 points. Le Nasdaq, de son côté, chute de pratiquement 4%, 10 908 points, avec bien sûr des marchés qui continuent de digérer les chiffres de l'inflation en attendant la réserve fédérale américaine, avec des marchés qui pénalisent tout particulièrement les valeurs de croissance. Là, si on regarde Netflix, Amazon, Nvidia, on est à un plus bas depuis novembre 2020 sur les trois valeurs. La configuration de l'indice Dow Jones, parmi les plus fortes baisses, vous avez Boeing qui chute d'un petit peu plus de 8% actuellement. Dow, une baisse de 5,2%. Salesforce également forte baisse. Le titre recule de 5,5% actuellement, avec des marchés qui gardent un œil et qui réagissent aussi au changement, au mouvement du côté de l'obligataire. Bien sûr, tout est lié avec un 10 ans américain qui est à 3,32. On surveille aussi le 2 ans. On a eu à un moment une inversion de la courbe, ce qui est vu comme un indicateur de récession avec ce 2 ans américain. Le marché qui regarde un œil sur le VIX, bien sûr, extrême volatilité, on prend plus de 21% actuellement, 33,64 de ce côté-là, en attendant donc la Fed avec un marché qui table sur une hausse de 50 points de base, mais certains voient même 75 points de base après ces chiffres de l'inflation vendredi. Forte baisse donc sur ces marchés actions, les valeurs de croissance, on l'a vu, les valeurs liées bien sûr aussi aux cryptos qui s'effondrent également. Vous avez Coinbase qui perd actuellement un petit peu plus de 10%, MicroStrategy chute de 24% dans les logiciels, mais qui a une grosse participation et qui détenait 129 000 bitcoins fin mars. Du coup, ça fait mal aujourd'hui. Et donc, le rouge vif, on notera côté entreprise une actualité qui est assez calme aujourd'hui, mais une faillite, celle du fabricant de véhicules électriques, Electronic Last Mile Solutions, qui avait fait son introduction il y a moins d'1 an via un SPAC. Le titre donc chute de plus de 60%, avec un marché donc qui est rouge vif. Effectivement, ça s'accélère. Donc le Dow Jones perd 700 points actuellement. Le S&P 500 en bear market recule de 3,13%. Quant au Nasdaq, c'est une baisse de pratiquement 4% sur l'indice.
Bien, ben voilà, vous nous accompagnez, Sabrina. On a besoin vraiment que vous nous teniez par la main depuis New York pour, voilà, face à ces bourrasques, ne pas trop s'envoler. À tout à l'heure, vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée depuis New York où ça tangue, comme en Europe. Le CAC recule de 2,6% et met en danger les 6000 points. On en parle avec Alexandre Taïeb pour Sycomore AM, Kevin Tozé aussi à nos côtés en plateau pour Carmignac. On a énormément parlé dans la première partie de ce club des raisons fondamentales de cette baisse, l'inflation dont on n'a toujours pas vu le pic. Il est sans doute probablement encore devant nous ce pic et les banquiers centraux sont amenés sans doute à amplifier encore leur resserrement monétaire. D'où pourrait venir l'éclaircie pour les marchés du coup ? D'où pourrait-on commencer à espérer de futures bonnes nouvelles pour le potentiel des marchés ? Alexandre. Il y a une zone qui est différente des autres zones géographiques en termes de banque centrale justement, c'est la Chine. Alors, la Chine, elle est quand même dans une situation qui est assez délicate, c'est-à-dire qu'elle est en pleine politique zéro Covid, elle est progressivement en train d'en sortir, mais c'est très difficile, c'est-à-dire que dès qu'il y a des cas, ils relancent des phases de test et éventuellement des confinements, ou du moins il y a des craintes de reconfinement en Chine. Néanmoins, c'est le dernier obstacle à des jours meilleurs pour l'économie chinoise. C'est-à-dire que globalement, ce qui n'a pas été fait justement dans la première phase de Covid en 2020, c'est que la Banque centrale n'a pas été très accommodante, la Banque centrale chinoise. Il n'y a pas eu de plan de relance massif. Elle a même été plutôt restrictive. Donc aujourd'hui, elle a la marge de manœuvre pour relancer cette économie-là. Pourquoi elle ne le fait pas aujourd'hui ? Justement parce qu'il y a cette politique zéro Covid et que si globalement vous donnez de l'argent à tous les consommateurs, ils ne consommeront pas puisqu'ils sont confinés. Oui. Mais une fois qu'elle sera passée, alors on estime, on espère, fin de l'été pour une sortie complète de la politique zéro Covid en Chine, là, ils pourront mettre à bien leur plan de relance et budgétaire et monétaire. Et j'ajoute à ça que c'est un marché qui a déjà capitulé, comme je le disais précédemment. Donc on peut avoir à nouveau un potentiel de hausse sur ce marché qui est assez intéressant. Et le désengorgement, enfin le déconfinement de cette économie va amener le désengorgement de la supply chain, ce qui pour nous est aussi un avantage puisque ça va réduire un petit peu l'inflation. Maintenant, est-ce qu'on risque pas de perdre ce qu'on gagnera d'un côté, est-ce qu'on risque pas de le reperdre de l'autre, à savoir en effet imaginons fin des confinements en Chine, oui. Moins de pression sur les chaînes d'approvisionnement, bonne nouvelle pour calmer en effet les effets de pénurie et donc les hausses de prix, calmer l'inflation. Sauf que si la Chine retrouve son activité pleine et entière, la demande chinoise va progresser et cette demande chinoise, elle, va renforcer l'inflation. Est-ce que ce qu'on gagnerait d'un côté donc pour calmer l'inflation, on ne le reperdrait pas de l'autre si la Chine redémarre trop vite ? Alors surtout, effectivement, le revers de la médaille, c'est la demande pour les matières premières et notamment les matières premières concernant l'énergie fossile, parce que même s'il y a un plan de transition énergétique en Chine, ils sont encore dépendants du pétrole, du charbon et du gaz. Donc effectivement, il risque d'y avoir ce côté-là. Mais sur certains éléments de l'inflation qui sont importants, je pense aux semi-conducteurs notamment, à certains biens d'équipement, enfin là où on a besoin de la Chine sur l'import et l'export, on devrait avoir ce désengorgement qui aide un petit peu le reste du monde. D'accord, donc un redémarrage chinois qui porterait un peu plus l'activité aussi chez nous en Occident et dans le reste du monde, tout en permettant de tasser un peu l'inflation dans la mesure où les chaînes d'approvisionnement seraient moins perturbées grâce au déconfinement chinois. Du moins en ne l'augmentant pas plus. Bon, oui. C'est le scénario favorable, c'est peut-être de là que pourrait venir l'éventuelle éclaircie. De votre côté, chez Carmignac, où est-ce que vous la voyez venir, l'éventuelle éclaircie pour les marchés ? Kevin ? Alors je souscris à ce que disait Alexandre sur la Chine, c'est sans doute, on va dire, le meilleur candidat pour venir au secours de cette croissance mondiale, parce qu'il y a la dynamique d'inflation, mais il y a aussi la dynamique de croissance. La dynamique de croissance, elle n'est pas très bien orientée depuis le début de cette année, que ce soit aux États-Unis, en zone euro, au Royaume-Uni ou en Chine. Donc on pourrait voir une inflexion de ce côté-là. Oui, mais je suis sur la Chine et la croissance chinoise. Ouais. La croissance structurelle chinoise est quand même en train de diminuer, au-delà des effets liés au confinement. C'est-à-dire que dans ce que disait Alexandre, il me semble qu'il y a un autre élément qui est important, c'est que ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'est que on avait eu des autorités chinoises qui avaient annoncé, par exemple, des plans de relance
relance et de stimulus budgétaire. D'accord ? Donc ils avaient annoncé un peu plus de 2% de stimulus budgétaire après les deux sessions, donc à la fin de l'hiver. Ce qu'on a vu depuis, c'est qu'on a eu des nouvelles mesures qui ont été annoncées. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient dans un premier temps, c'était qu'ils accéléraient sur ces 2% de stimulus budgétaire. Aujourd'hui, ils ont annoncé, la semaine dernière, ils ont annoncé de nouvelles mesures sur ce front-là. Donc on est bien en train de voir une forme de point d'inflexion. C'est vrai aussi sur la politique monétaire, Alex m'en a parlé. C'est aussi vrai sur, on avait vu un durcissement très fort, par exemple, vis-à-vis des grandes entreprises du secteur technologique chinois. Là aussi, on voit une forme de point d'inflexion. L'autre possibilité, donc ça c'est on va dire le meilleur des scénarios. L'autre des possibilités, qui est un scénario qui, on va dire, moins souhaitable dans l'absolu, c'est justement de voir une dégradation de la conjoncture économique qui serait telle qu'on verrait un revirement drastique des politiques économiques. Encore une fois, c'est sans doute souhaitable peut-être pour les marchés financiers, un petit peu moins pour l'économie réelle. Et après, il y a un autre endroit où ça pourrait s'améliorer, c'est notamment ce qui se passe sur le front de la Russie et de l'Ukraine, mais c'est extrêmement compliqué. Il est potentiellement hasardeux d'aller construire des stratégies d'investissement et des expositions sur ce qui peut se passer sur ce front-là. Et en attendant, l'un et l'autre, vous nous avez expliqué après la pause, réduire vraiment quasiment au plus bas votre exposition en ce moment aux actions, que ce soit chez vous, Kevin, Carmignac, ou chez Sycomore Asset Management, de votre côté, Alexandre. C'est d'abord un message de prudence que vous envoyez aujourd'hui aux investisseurs et une stratégie de prudence que vous êtes en train de continuer à bâtir l'un et l'autre, particulièrement vis-à-vis des marchés européens ou pas. On voit ces tensions obligataires aux États-Unis, mais aussi en Europe, et surtout les écarts de taux en Europe, notamment entre l'Allemagne et l'Italie, s'accroître, s'amplifier. Le 10 ans italien, aujourd'hui, est à 4%. Plus de 4% à l'instant, 4,01 le 10 ans italien, c'est quand même très très spectaculaire. Est-ce qu'à mesure que la BCE va se retirer, le risque d'une fragmentation de la zone euro, ce risque, lui, va augmenter? Est-ce que c'est cela que le marché commence à anticiper désormais, Kevin? Alors, on va dire, ça commence déjà à être dans les prix, parce que c'est pas que les taux italiens qui remontent, c'est des primes de risque associées à la qualité de signature souveraine italienne. Et donc ça, c'est susceptible de continuer. Alors, on a quand même plusieurs membres de la BCE qui vont s'exprimer sur cette semaine, et on aura peut-être un petit peu plus de précision sur les outils qui pourraient être mis en place pour venir contenir ce risque de fragmentation, mais il existe bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un seul outil de réponse monétaire pour répondre à, on va dire, 27 réalités économiques différentes au sein de cette zone euro, ça pose potentiellement des questions. Et dans sa dernière réunion, la BCE, Christine Lagarde, n'ont pas annoncé de nouvel outil spécifique en cas de fragmentation. C'est ce qui a laissé les marchés quelque part un peu dans le vide, ce qui a fait plonger l'euro. L'euro continue de baisser d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à toutes ces dernières années, on ne voit pas comment la BCE pourrait trouver les moyens, à outils égaux, sans inventer de nouveaux instruments, d'éviter cette fragmentation. Il y a une double problématique. La première, c'est que Madame Lagarde entend bien agir vis-à-vis de cette dynamique inflationniste. Vous le soulignez aux États-Unis avec votre correspondante sur la probabilité ou la possibilité qu'on ait une hausse de 75 points de base. Ce qui est en train de se jouer en zone euro, c'est qu'au-delà du mois de juillet, on pourra avoir une hausse de 0,5% en août et potentiellement une seconde par la suite. Et donc cette dynamique de remontée des taux d'intérêt, elle existe bien. Ça pose des questions sur la fragmentation, en tout cas la soutenabilité de la dette de certaines économies européennes, au premier rang desquelles l'Italie et l'Espagne. Et ça fait aussi baisser l'euro. Et donc ça veut dire que potentiellement on va importer de l'inflation. Donc on résout vraiment pas le problème. Le risque, il existe, il est il me semble assez évident, en tout cas au regard des prix de marché. Par contre, la solution, elle est très loin d'être évidente, parce que, on parle de la mise en place, par exemple, d'outils comme le PEPP, qui avait été mis en place pendant la pandémie. Sauf que le PEPP, c'est un outil qui est temporaire. Et donc, il faudrait une réponse qui, elle, ne serait pas temporaire. Oui. Et ça pose clairement... Et la BCE, si elle devait répondre à un problème de fragmentation, se trouverait complètement schizophrène, à vouloir d'un côté apporter des liquidités aux États en difficulté et de l'autre resserrer les conditions monétaires pour quand même lutter contre l'inflation, qui est son premier objectif aujourd'hui. C'est compliqué, ça va être difficile de tenir une crédibilité, Alexandre, en tenant ces deux rênes-là, de deux chevaux qui vont dans deux sens différents. Mais la BCE joue un jeu très dangereux, parce qu'elle nous a teasé un programme Next Generation EU
qui est un nouveau programme d'achat dans la transition énergétique, notamment, enfin dans les énergies renouvelables, en potentiellement changeant ses clés de répartition. Alors on avait un espoir de voir un nouvel outil. Ça, c'était le mois dernier. Et puis, ce mois-ci, il n'y a rien. Elle nous dit qu'elle est bien consciente de la fragmentation, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient avancé sur quoi que ce soit. Et comme vous le dites, on peut pas dire, enfin, il y a sa crédibilité qui est en jeu, de dire j'arrête un programme pour en commencer un autre. Ça ne fonctionne pas. Donc, effectivement, et elle va même plus loin d'ailleurs. La BCE nous dit... je caricature, mais en gros, elle nous explique que la hausse des taux, notamment sur les pays périphériques, cette fois-ci, est transitoire, en fait. En gros, qu'on peut supporter des taux relativement hauts pendant quelques mois. Mais en même temps, il y a quelques temps, elle nous a dit la politique monétaire va s'arrêter, il faut que les politiques budgétaires prennent leur lait. Il me semble qu'il y a ce double signal, c'est-à-dire que quand on voit son jeu de prévision, il y a bien dans son scénario le plus noir la perspective d'avoir une croissance économique en 2022 autour de 1%, plutôt autour de moins 1,5% derrière, et pour autant une inflation qui resterait au-delà des 2% par là. Donc elle envoie un message extrêmement dur sur sa trajectoire politique. Oui, et ce qui est spectaculaire, c'est que l'écart de taux entre l'Allemagne et l'Italie désormais dépasse les 240 points, alors que les taux réels restent négatifs. Oui. Les taux réels sont toujours négatifs, pourtant l'écart de taux atteint 240 points, et alors qu'on a beaucoup d'aides européennes à venir pour l'Italie, et que Mario Draghi est encore à la tête du gouvernement, ce qui sera peut-être plus le cas à partir de 2023. Oui. Et la crédibilité italienne sur le marché tient beaucoup sur les seules épaules aujourd'hui de Mario Draghi. Quand il ne sera plus là, comment les taux évolueront-ils? C'est une autre question qui se pose. La dernière tension obligataire en Italie, c'était en 2018. La vraie dernière tension obligataire, c'était quand il y a eu cette coalition avec les deux partis extrêmes au pouvoir. On va pas s'ennuyer. On va continuer de suivre tout cela aussi, la façon dont les marchés réagiront aussi au deuxième tour des législatives dimanche prochain en France. Et possible perte de majorité absolue, majorité toujours, mais peut-être plus absolue pour Emmanuel Macron. On verra si le 10 ans français sera amené à réagir à cet éventuel scénario possible. On suivra ça. Merci beaucoup à tous les deux. Kevin Tauzet pour Carmignac, Alexandre Taïeb pour Sycomore AM. Merci de nous avoir accompagnés. Et dans un instant, on retrouvera Aude Kersulek depuis la tour Euronext en direct. Elle nous attend impatiemment parce que c'est vrai, on est un tout petit peu en retard, sans miracle, sans surprise. Le CAC 40 a reculé ce soir très nettement. Aude nous dira tout dans moins de 2 minutes, juste après la pause. À tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.